Alors, il y a l'incidence appelée incidence de Hertz. Bon, regardez comment le patient se tient. Bon, tout d'abord, il faut savoir qu'elle est contre-indiquée lorsqu'on a des problèmes cervicaux, etc. Donc, on ne peut pas permettre au patient de mettre sa tête comme ça s'il a un traumatisme. Donc, il faut faire attention à ça. Bon, pas nous, c'est vrai que c'est pas nous qui allons le faire, mais il faut le savoir. Donc, soit elle peut se faire avec un patient qui est debout et qui a la tête complètement défléchie vers l'arrière, soit le patient qui est en décubitus, c'est-à-dire un kessel sur son dos et il met la tête comme ça, mais après, dans ce cas-là, la cassette, elle va être en dessous de sa tête, d'accord? Alors, comment le réincident va rentrer exactement aussi dans cette position-là, à 90 degrés par rapport à notre plan vertical, bon, ici. Et après, vous allez voir. Bon, ça va nous permettre. Rada, tu as une question? J'arrive pas à bien écouter, entendre le. Bon, je disais, bon, elle va nous permettre de voir des asymétries, que ce soit, c'est beaucoup plus au niveau condylien, mais au niveau aussi de la base du crâne, plus ou moins au niveau des temporaux et tout. Cette radio, bon, elle a été modifiée légèrement. Naya, vous voyez bien le point directif qu'a notre rayon incident. Regardez bien parce que la radio suivante, elle ressemble beaucoup à celle-là, sauf que au lieu que le point du rayon incident est là, il va être ici, d'accord? Plus antérieur, ce qui va permettre de mieux voir notre mandibule. C'est l'incidence de Bouvet. Regardez. Vous voyez, c'est plus avancé par rapport à là. Là, c'est vraiment en postérieur. Par contre, ici, c'est plus avancé. Voilà. Et cette incidence de Bouvet va nous permettre de mieux étudier les asymétries mandibulaires. D'accord? Voilà. Bon, il y a aussi, on a fini avec les radiographies. Il y a maintenant des explorations plus particulières. Par exemple, l'IRM. Bon, ici, regardez, ça, c'est l'IRM. Bon, je sais que vous n'allez rien comprendre parce que l'IRM, c'est un peu difficile. Qu'est-ce que c'est que l'IRM? Bon, c'est un appareil qui va explorer les protons, retrouver beaucoup plus dans tout ce qui est eau et graisse. Et tout ça, on le retrouve dans les tissus mous. Donc, l'IRM va nous montrer beaucoup plus les tissus mous que les tissus minéralisés. D'accord? Donc, c'est mieux utilisé pour étudier, généralement en dentisterie, c'est beaucoup plus pour étudier le disque méniscal et tout, d'accord? Bon, voilà, elle nous permet de mieux explorer les parties molles. Par contre, l'os est faiblement exploré. Les parotides sont bien vues. C'est la méthode de choix pour la détection des adénopathies, mais aussi de la TM dans tout ce qui est dynamique de notre disque et de notre condyle. Alors, regardez bien là. En 1, on a notre disque qui est noir. Et vous allez voir, il y a d'autres photos pour mieux comprendre. En 2, c'est le condyle. Bon, on ne voit pas le 2, mais il est là. En 3, c'est le condyle auditif externe. En 4, alors, le 4, c'est à peu près ici. C'est notre glande parotide. En 5, c'est la carotide externe, c'est un vaisseau. Et en 6, regardez bien le muscle, comment on peut le voir. C'est le muscle ptérygoïdien latéral externe. Et regardez, c'est comment il se tient dans le condyle. Parce que c'est comme ça, lorsqu'il se contracte, qu'il tire notre condyle vers l'avant. Et c'est comme ça qu'il arrive à faire la propulsion. Pour propulser la mandibule, l'autre muscle, le ptérygoïdien latéral, il s'insère plus antérieurement, il est là, mais avec son insertion au niveau du condyle, lorsqu'il se contracte, il tire le condyle vers l'avant, ce qui fait que la mandibule est propulsée vers l'avant. Bon, ça c'est en plus. On va voir maintenant comment interpréter tout ce qui est IRM.
surtout pour ce qui est méniscal. Là, on le fait aussi, comme pour le Schuller, on le fait en bouche fermée, plutôt en bouche fermée ici, en bouche ouverte ici. Il faut savoir que toujours, il faut voir une image qu'on appelle l'image en papillon. D'accord? C'est bien visible dans le schéma là. On voit en quelque sorte notre papillon, mais aussi ici en bouche fermée. Le condyle est en arrière, en bouche ouverte, le condyle en avant. Ça, c'est la position normale de notre disque méniscal. Voilà. Et l'image en bas, c'est pour vous montrer comment on obtient, lorsque vous demandez l'IRM des ATM pour un patient, vous allez avoir une image comme ça, avec ces traits. Ces traits-là, c'est quoi? C'est les coupes, les différentes coupes, parce que l'IRM, on va avoir de différentes coupes à différents niveaux de notre condyle. Ça, c'est une seule coupe. Au niveau, généralement, c'est au milieu du condyle. Mais on peut avoir une autre coupe au niveau externe du condyle, au niveau interne, etc. C'est comme ça qu'on va voir. On va vous numéroter les différentes coupes. Et après, sur les différentes images que vous avez, avec les numéros, vous allez savoir que cette image correspond à la coupe numéro 1, l'autre numéro 2, etc. Bon, ça, c'est dans le cas normal. Par contre, regardez cette image d'IRM. Le ménisque, contrairement ici, regardez comment il doit être. Il doit être sur la face supéro-externe de notre condyle. Ici, on le voit carrément à l'extérieur. Il n'est pas sur le condyle, mais il est à l'extérieur. C'est à peu près comme dans ces deux images, ce qu'on appelle une luxation antérieure du ménisque, qui est non réductible. Et dans ces cas-là, lorsque le ménisque est fort vers l'avant, lorsque le patient essaye d'ouvrir, le condyle ne peut pas avancer parce qu'il est bloqué avec le ménisque qui est en avant, et donc on va finir avec un trismus. Tout ça, bon, c'est vrai que c'est pas dans le cours, mais c'est pour vous dire que ça nous sert à voir ça, d'accord? Voilà. Ça, c'est une autre image, c'est une vue frontale de notre condyle, c'est-à-dire la coupe, elle est comme ça. Et on va voir, ici aussi, on voit le ménisque, comment il est, c'est comme dans cette image. Pourquoi on doit avoir aussi des coupes frontales? Parce que les luxations du ménisque ne se font pas uniquement vers l'avant, bien vers l'arrière, mais aussi ils peuvent se faire vers l'intérieur. Donc, on peut avoir dans l'image un ménisque qui est ici bloqué, d'accord? Donc, en IRM, on peut demander des coupes dans différentes directions pour étudier la position de notre ménisque dans le cas d'étude de la Terre. D'accord? Voilà. On passe maintenant à l'échographie. Elle est utilisée beaucoup plus en pathologie buccale. Alors, ça, c'est l'échographie. Bon, le principe TAHA, c'est qu'elle émet des impulsions ultrasonores. Et c'est comme ça qu'elle va enregistrer des images pareilles. Bon, elle nous permet d'explorer les glandes, que ce soit la structure canalaire. Je ne sais pas que vous avez fait le cours, mais la lithiase, c'est les calculs qu'on retrouve soit dans les canaux, soit dans les glandes salivaires. D'accord? On les appelle lithiase. Elle nous permet de faire des bilans ganglionnaires cervicales, mais aussi les extensions de tout ce qui est adénopathie, etc., les tumeurs, les lymphomes, etc., etc. Bon, sur cette image, vous pouvez voir le canal de Stenant, qui est le canal parotidien, avec la lithiase ici, avec un blocage en amont. Regardez. Donc, c'est vu avec l'échographie. D'accord? Elle n'est pas super utilisée, mais quand même, en pathologie, on peut, Madame, le demander. Oui, oui. s'il vous plaît, c'est quoi les lithiases? Alors, je vous ai dit, c'est les calculs. On l'appelle le 1. Je sais qu'il y a c'est-à-dire c'est des calculs calciques dans les reins, mais ça existe aussi dans les glandes salivaires. Et ça va se former au niveau des canaux, bien canaux, pardon, ou bien au niveau de notre glande salivaire.
et ça va